Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Gaël-Georges Moulec. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Gaël-Georges Moulec, vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire russe et du mouvement communiste international. Vous êtes également chercheur associé à la Rennes School of Business. Votre ouvrage, le voici, Ukraine, la fin des illusions, publié chez SPM. Vous commencez votre ouvrage, Gaël-Georges Moulec, avec la première des illusions, dites-vous, la démocratie serait porteuse de paix. Expliquez-nous pourquoi c'est une illusion, ça. C'est une illusion dans le domaine ukrainien. Et à chaque fois que je parle de démocratie pour l'Ukraine, vous verrez qu'il y a des guillemets. Pourquoi ? Parce qu'on nous a vendu l'Ukraine comme un pays démocratique. C'est un pays où les opposants sont tués, où certains partis politiques sont interdits, et où le président a été élu après une campagne de plusieurs années au travers d'une série dans laquelle il était présenté déjà comme le président du pays. Donc la démocratie a des règles, et qualifier de démocratique un pays ne suffit pas à le rendre réellement démocratique. On observe une instabilité constitutionnelle de l'Ukraine depuis sa séparation du bloc soviétique en 1991. Comment vous expliquez ça ? Je dirais que c'est des intérêts différents qui s'opposent, des intérêts russes, des intérêts américains, des intérêts européens. À l'intérieur même du pays, un pays à la population hétérogène, ukrainienne, russe et plus largement soviétique. C'est-à-dire que de nombreuses personnes vivant en Ukraine n'ont absolument aucun lien familial ou historique avec cette région. Ce sont des gens dont la famille est venue au cours des années 30 ou au cours de la reconstruction d'après-guerre et qui ne sont ukrainiens que par l'histoire courte, si vous voulez. Et donc, bien évidemment, des tensions dans un pays qui, il faut le dire, n'a existé qu'à partir de 1922 et sa création au sein de l'Union soviétique. Par l'appareil bolchevique, création bolchevique de l'Ukraine. Création bolchevique de l'Ukraine, à la fois basée sur une tradition nationaliste que les bolcheviks ont essayé de récupérer et d'utiliser dans leur vision, qui était celle d'une destruction de l'Empire russe. Donc toute tendance, je dirais, un peu qui allait en dehors de l'Empire, était utilisée à un moment ou à un autre, justement pour la création, à la fin du processus, des 15 républiques de l'Union soviétique. C'était quoi l'intérêt pour ces bolcheviks de créer cette Ukraine ? Créer cette Ukraine, c'était déjà tenter de ramener la population à eux, puisqu'il y avait quand même des mouvements à la fois anarchistes et blancs, et puis aussi de diminuer l'influence de la Russie russe, si vous voulez, au sein de l'Union soviétique. Voilà. Alors, dans votre ouvrage, Ukraine, la fin des illusions, vous évoquez le second Maïdan de 2014. Pourquoi est-ce que vous qualifiez cette révolution de maléfique ? Je dirais que c'est une révolution, ou plutôt un coup d'État. C'est-à-dire que le président élu, quel qu'il soit, n'en faisons pas un saint, loin de là, mais tout président élu... Monsieur Yushchenko. Yanukovych, voilà, excusez-moi. Bon. Donc, qui a été élu et qui, en 2014, se trouve éjecté en quelques heures, alors qu'un accord avait été conclu entre l'opposition et lui-même, sous la garantie des ministres des Affaires étrangères français, allemand et polonais. Mais quelques heures après, pour sa propre sécurité, il est obligé de partir du pays. Donc, si vous voulez, c'est un coup d'État qui ouvre la porte du pouvoir à des tendances qu'on pourrait qualifier de néo-nazis, fascistes, enfin, plus qu'ultra-nationalistes, parce qu'on peut être nationaliste, mais c'est pas obligatoirement la haine de l'autre. Alors, on va revenir sur cet aspect politique fasciste que vous évoquez, mais pourquoi maléfique ? Ça renvoie au spirituel. À partir de là, si vous voulez, des exactions qui ont été commises, parlons des diverses attaques contre les populations qui manifestaient, la réaction du Donbass qui s'est soulevée pour ne pas être sous le joug de ce nouveau gouvernement. Donc ça a entraîné un mouvement, un processus maléfique qui nous conduit aujourd'hui, en Europe même, à en subir les conséquences. Alors, ces nouvelles forces politiques, justement, qui sont entrées dans les couloirs du pouvoir ukrainien... Elles ne sont pas nouvelles, elles entrent. Oui. Voilà. Oui, elles existaient préalablement à Maïdan. Alors, elles existent à Maïdan, elles existent dans l'histoire ukrainienne depuis le 19e siècle.
C'est-à-dire que vous avez une partie de l'ouest du pays qui est profondément de tradition ukrainienne, mais cette tradition ukrainienne provient plus exactement de l'Empire austro-hongrois, qui n'a rien à voir avec la Russie ou l'Union soviétique, et ces populations ont été intégrées à partir de 1939-1940 et après 1944-1945. Donc des populations qui n'ont subi l'Union soviétique que à partir de la fin de la guerre. Voilà, donc des populations un peu, je dirais pas étrangères, mais qui n'ont pas suivi le processus à partir de 1917, puisqu'ils étaient soit en Pologne, soit dans d'autres pays. Voilà. Alors, vous nous évoquiez tout à l'heure la présence de forces néo-nazies, fascistes. Qu'est-ce que ça vient faire en Ukraine, tout ça ? C'est la question, c'est-à-dire qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, une grande partie des nationalistes ukrainiens ont été du côté allemand et ont gardé, je dirais, une tradition politique qui relève plus du Troisième Reich que des écolos verts allemands actuels, si vous voulez. Et comment cela se voit-il ? Simplement, et sans aucune polémique, regardez le site officiel de la brigade, enfin du bataillon ou du régiment Azov. Regardez les images qui y sont et regardez les logos qu'ils utilisent. Pour les historiens, ça ne posera pas de question de savoir d'où ça vient. Ils posent clairement le bras tendu avec des drapeaux nazis derrière eux et des drapeaux de l'OTAN à côté. Dans les manifestations, peut-être pas sur le site, mais sur le site déjà, le logo, vous verrez, ça explique beaucoup de choses. Voilà. Ce bataillon Azov, est-ce qu'il est seul parmi les forces ukrainiennes ou est-ce qu'il y a d'autres bataillons non, il y a à l'idéologie nazie dans l'armée ukrainienne? Alors il y a Azov, il y a Haïdar, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce sont des bataillons qui ont été créés par les oligarques et qui peu à peu ont été réintégrés dans l'armée régulière ukrainienne. C'est-à-dire, c'est un peu comme si la LVF avait été rajoutée à l'armée française en 1944 ou en 1945. Bon, ça pose question, si vous voulez. Et comment M. Zelensky, donc le président ukrainien, se positionne-t-il face à ces personnes nazies en Ukraine? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Zelensky, sa carrière d'acteur a été en grande partie subventionnée par l'oligarque qui a lui-même subventionné les bataillons Azov pour, justement, entre guillemets, faire le ménage dans le Donbass. Donc il n'y a pas d'antinomie, si vous voulez, avec ces personnes. Et c'est aussi le problème, c'est que Zelensky a été élu avec 72% des voix, de ce qui restait de l'Ukraine, d'accord, mais 72% des voix, et qu'il a été élu justement pour faire la paix, pour trouver une solution. Et la solution n'a pas été trouvée. C'est simplement ça le problème. Si vous voulez, on fait élire des gens. Parashenko a été élu comme ça, l'ancien président. Lui a aussi été élu pour faire la paix, et la paix n'arrive pas. Cet oligarque qui a subventionné Zelensky, est-ce que vous pouvez nous donner son nom? Kolomoïski, oui, monsieur Kolomoïski, voilà. Et qui est relativement connu, qui a 3 nationalités, qui fait les beaux jours des diverses émissions YouTube, et voilà. Vous le disiez un petit peu à l'instant, Gaël Georges Moulek, donc le président Zelensky a été élu en 2019 avec le soutien de la population russophone pour mettre un terme à ce conflit qui dure depuis 2014 dans le Donbass, qui, rappelons-le, a fait 14 000 morts sous les bombardements du gouvernement ukrainien. Comment les Ukrainiens ont-ils pu être floués à ce point, en tout cas les russophones? Je dirais que dans les intentions de Zelensky. Je dirais qu'on vous présente quelqu'un au travers d'une série télévisée pendant plusieurs années, en vous le montrant comme le président, qui trouve les solutions, qui arrange les choses, qui justement combat les oligarques, vous êtes tenté dans une situation terrible, quand même, de faire confiance, ou du moins de se dire, bon, il n'est pas mêlé à la politique, il vient d'ailleurs, il n'a pas de casserole énorme, il n'est pas mauvais acteur, bon, pourquoi pas, tentons. On a tout essayé, rien n'a marché, ça continue de tirer, essayons de modérer en envoyant quelqu'un qui semble vouloir faire quelque chose. Malheureusement, la réalité a été une nouvelle fois que les forces, je dirais, alors lesquelles, là il faut peut-être en parler un peu plus en détail, les forces nationalistes, les forces étrangères, qui sont intéressées à ce que la guerre continue sous une forme ou sous une autre. Maintenant, c'est vraiment une forme active, et qui ont transformé ou changé ou influencé, je dirais, un président qui, au début,
semblait avoir de bonnes intentions, faisant une partie de sa campagne électorale en russe, avant d'essayer d'interdire la langue russe en Ukraine. Quand même... Donc ce candidat Zelensky est un imposteur en 2019. Un imposteur, peut-être pas. Vous savez, il y a des gens qui se font élire sur une politique et puis qui en font une autre. Alors là, oui, mais là, c'est carrément du tout au tout. Là. Ah bah, vous en avez eu dans l'histoire française aussi, oui, il y a pas si longtemps. Hein, donc, bon, non, pourquoi ne pas parler d'imposteur? Un imposteur, ça veut dire qu'il n'a pas été élu légalement, ou qu'il n'a pas... Voilà, il a été élu au terme. Mais dans ses intentions. Bah, dans ses intentions, il essaye de répondre au présent, et puis aux influences qui sont sur lui, si vous voulez. Je pense pas qu'il ait fait ça de façon intentionnelle dès le début. D'accord. Voilà, puisqu'il a fait une partie de sa carrière en Russie, nombre de ses films sont passés en Russie, une partie de sa fortune vient de Russie, donc... je ne vois pas sciemment faire ça. Après, les contraintes du moment, les conseils venus d'ailleurs peuvent aussi l'avoir influencé. Alors, vous nous expliquez bien dans votre ouvrage, monsieur, que c'est donc l'Allemagne et la France qui étaient responsables du respect des accords de Minsk 2014-2015 et qu'elles ont échoué à faire respecter ces accords. Alors, responsable des accords, peut-être pas, mais elles ont été présentes, elles ont signé, elles ont participé à ces accords, et certains engagements ont été pris. Par exemple, l'Allemagne devait organiser le service bancaire dans les républiques soulevées du Donbass pour permettre aux personnes qui sont encore là, aux gens normaux, si on peut dire, de recevoir leur retraite ou des choses comme ça. Mais rien n'a été fait. C'est-à-dire que, une nouvelle fois, les pays occidentaux, les pays européens, se sont engagés dans quelque chose en s'engageant réellement, si vous voulez. Mais sans se donner les moyens. Mais sans se donner les moyens de réellement agir. Parce que je me souviens que le ministre des Affaires étrangères de François Hollande, qui était à l'époque Jean-Marc Ayrault, avait été à Moscou pour, en effet, taper du poing sur la table, entre guillemets, en disant les accords de Minsk ne sont pas respectés, mais rien n'a été suivi des faits. La France n'a pas imposé par sa diplomatie quoi que ce soit au pouvoir ukrainien. Non, mais à la Russie surtout, parce que la Russie n'est pas... elle est un de ceux qui organisent, mais elle n'est pas responsable de ces accords de Minsk. Les accords de Minsk, c'est justement entre les Ukrainiens et les gens du Donbass, qui sont aussi ukrainiens, si vous voulez. C'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que vous avez une guerre civile en plein milieu de l'Europe, et l'Allemagne et la France qui tentent de s'entremettre et qui n'arrivent à aucun résultat. C'est ça le vrai problème qu'on doit se poser. Pourquoi des pays comme la France et l'Allemagne qui s'engagent ne parviennent pas à arriver à des résultats sur des points qui sont quand même, comment on pourrait dire, avant que ça dégénère, comme ça a pu le faire depuis quelques mois, qui sont des points relativement simples. Enfin, c'est des zones qui se soulèvent. Ce n'est pas une guerre mondiale, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de l'espace européen. Est-ce qu'on pourrait penser que l'Allemagne et la France, en ne faisant rien, ont poussé quelque part la Russie à passer à l'action pour rétablir l'ordre? Alors je ne dirais pas qu'ils l'ont fait de façon sciemment, je dirais qu'ils ont pensé que ce n'était peut-être pas une chose si importante que ça. Ils n'ont pas compris que pour la Russie, c'était une question, je ne dirais pas de vie ou de mort, n'allons pas jusque-là, mais une question très importante. Cette guerre civile donc, qui a éclaté entre les populations du Donbass et le gouvernement ukrainien, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a éclaté? Qui est le premier fautif dans cette histoire? Des fautifs, quand il y a une guerre, vous savez, il n'y a personne qui soit réellement innocent. Je dirais simplement que les gens du Donbass n'ont... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis la fin de l'Union soviétique, les gens du Donbass sont plus ou moins considérés un peu comme quantité négligeable, ceux qui ont perdu, ceux qui travaillent, citoyens de seconde zone, qui ne sont pas réellement dans les grandes affaires, qui ne savent pas faire de l'argent, qui sont des mineurs ou des gens qui travaillent dans l'acier. Donc bon... quantité négligeable. Voilà, le prolétaire, entre guillemets. Et donc, ces prolétaires, pour faire simple,
Avec quoi? Avec la langue russe, avec l'enseignement russe, avec leur tradition, leur vision du monde, le fait qu'ils étaient quand même d'un certain bord au moment de la Seconde Guerre mondiale et pas vraiment avec les Allemands. Et on leur propose un gouvernement qui arrive au pouvoir après un coup d'État et qui veut leur apprendre à vivre, si vous voulez. Donc il est normal, me semble-t-il, que ces gens réagissent. Alors est-ce qu'ils réagissent de façon disproportionnée? Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement? Voilà, j'ai pas de solution, de réponse à cette question. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu à un moment la volonté d'en finir avec cette population, de la mettre au pas, et que la population n'a pas supporté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gens, c'est des gens qui ont tous fait leur service militaire, qui sont relativement jeunes, et qui ont repris les armes qu'ils n'avaient peut-être jamais réellement oubliées. Si vous voulez. Ils ont manié des armes, ils savent les manier. Ce sont des gens qui travaillent dans la métallurgie, dans l'acier, qui peuvent produire, qui peuvent réparer. Donc, ça a été quoi le point de bascule vers leur retour à la violence? Leur usage de la violence, c'est l'avancée, l'envoi de troupes vers ces régions-là, si vous voulez. Ou on peut donner un simple exemple. Un des bataillons, les premiers à être nés là-bas, qui s'est un peu développé depuis, c'est le bataillon qui s'appelle Somalie. Alors on peut demander pourquoi il s'appelle Somalie, ça n'a rien à voir. Enfin bon, c'est étonnant. Ben, c'est simplement parce que ils ont commencé avec des kalachnikovs et des claquettes. Vous savez, comme des chaussures, là, des claquettes, des petites chaussures comme ça, parce qu'ils n'avaient pas autre chose. Donc c'est pour ça, en humour, ils se sont fait appeler Somalie, comme les combattants en Somalie. Voilà. Alors vous dites qu'à partir de 2014, l'OTAN a préparé l'Ukraine à prendre sa revanche sur la réintégration de la Crimée à la Russie, et à en finir par la force avec ces insurgés du Donbass. Comment s'y est prise l'OTAN pour instrumentaliser l'Ukraine? Alors l'OTAN, c'est vite dit, ce serait porter l'opprobre sur tous les pays, je dirais certains pays de l'OTAN, et alors l'OTAN passant au travers de formations, des formations pour les soldats, les officiers, des formations aux techniques modernes, et puis surtout l'envoi d'armes, l'envoi de munitions de la part en particulier des États-Unis. Mais le but était réellement de construire une force moderne, et on l'a vu, aux dépens des insurgés, et donc maintenant aux dépens de la Russie. Ni l'Ukraine, dites-vous, ni la Russie ne sont en état de guerre l'une contre l'autre. D'un point de vue constitutionnel? Ni d'un point de vue constitutionnel, ni en relations internationales, ni en droit international. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Que je sache, les Ukrainiens, les gens de nationalité ukrainienne présents en Russie n'ont pas été mis dans des camps. Les Russes encore présents en Ukraine ne sont pas non plus dans des camps. Voilà, donc il n'y a pas de guerre. Vous avez un massacre mutuel, je dirais, mais qui ne revêt pas l'ensemble des attributs de la guerre. C'est-à-dire qu'on peut même se demander si les envois d'armes là-bas peuvent être considérés comme un soutien à un pays en guerre. Voilà, il n'y a rien de déclaré, il n'y a rien de fait. Pourquoi? Parce que les aides internationales, si l'Ukraine est réellement en guerre, elle aurait pu la déclarer. Les troupes russes qui sont venues, ça on ne peut pas le nier. Les aides internationales auraient été suspendues. Et puis la Russie, si elle déclarait une guerre à l'Ukraine, ce serait un pas supplémentaire par rapport à l'opération actuellement entreprise. Voilà. Et vous dites et c'est aussi étonnant, puisqu'il y a quand même, on est en plein milieu de l'Europe, avec des gens qui se massacrent, et c'est pas une guerre. Ouais. Donc ça pose problème. Vous dites aussi que l'Ukraine est utilisée par l'OTAN pour, dites-vous, affaiblir la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Est-ce que dans l'opinion publique ukrainienne, les gens ont conscience de cela? Alors là, ils sont en train de sacrifier leur propre pays au service de l'OTAN. Alors l'OTAN, là aussi, c'est peut-être un peu général, je dirais. Les États-Unis, c'est les États-Unis qui gèrent l'OTAN. Voilà. Bon, voilà. Pas tout à fait. Ils ont combien qui gèrent l'Ukraine, oui, ce sont les États-Unis. Oui. Voilà. Donc, les gens, si vous voulez, ça fait depuis dès avant les années 90,
On leur a expliqué que la Russie était l'ennemi, qu'ils étaient pauvres parce qu'ils étaient en Union soviétique, qu'ils avaient été maltraités dans les années 30 parce que c'est les Russes qui avaient organisé, soi-disant, les famines, alors qu'il y avait la même famine en Russie russe qu'en Ukraine et au Kazakhstan aussi. Donc on a toute une mythologie qui s'est mise en œuvre pour réellement scinder ces deux populations qui, jusqu'aux années 70-80 ont toujours vécu de façon cohérente et ensemble, à part la partie ouest de l'Ukraine qui est, elle, bien différente. Voilà. Alors là, vous soulevez un point tout à fait intéressant dans votre ouvrage. Vous dites que les forces russes ne font aucune tentative pour anéantir le flux d'armes américaines et européennes qui arrivent par la voie ferrée dans le pays. C'est quand même curieux, pourquoi ils ne tentent pas d'anéantir les voies ferrées? On anéantit les voies ferrées, il n'y a plus de conflit, quoi. C'est peut-être pas qu'il n'y a plus de conflit, mais alors il faut les faire passer par des avions. C'est moins simple que par des trains. Et je dirais que même... Je crois que les Russes ont déjà anéanti tous les aéroports d'Ukraine, non? Certains aéroports militaires, mais ça continue d'arriver. D'accord. Dans ce qui se passe, si vous voulez, je dirais que... la partie russe est partie dans cette opération sur la croyance, la volonté de faire un minimum de dégâts pour ne pas se mettre à dos la population, sans avoir peut-être compris que la population n'était plus la même qu'en 2014, que l'armée ukrainienne n'était plus la même qu'en 2014. Simple exemple, sur 22 000 militaires ukrainiens présents en Crimée, vous en avez 18 000 qui sont devenus militaires russes, puisqu'ils ont gardé les mêmes avantages, les mêmes grades, la même ancienneté. Et donc, logiquement, la Russie a pu penser que les choses iraient simplement. Et les choses ne sont pas allées aussi simplement que pensées. Et donc, on peut estimer que dans un premier temps, il n'était pas question de bombarder justement des infrastructures plus utiles, très utiles pour les civils, en pensant peut-être que l'Occident ne fournirait pas autant d'armes. Là, les choses peuvent certainement changer. Mais même les Américains s'étonnaient de voir cette non-action sur les voies ferrées de la part des Russes. On a récemment entendu le président russe Vladimir Poutine annoncer la mobilisation partielle, une sorte de conscription. Ah non, c'est pas la conscription, c'est les gens qui ont fait leur service militaire. D'accord. Il y aurait 300 000 réservistes. D'accord. Voilà. 300 000 personnes sont sur le pied de guerre, on va dire. Sur les listes et commencent à être amenés dans les centres de formation avant d'être... Alors logiquement, ils vont être utilisés en deuxième ligne ou en troisième ligne, parce que ce que les Russes se sont aperçus, c'est qu'ils pouvaient conquérir des territoires, mais après il fallait les garder. Il fallait maintenir leur présence. Or, les troupes du front, si vous voulez, continuaient et personne n'assurait la sécurité derrière. Donc ces personnes seront certainement utilisées à la fois au front, mais aussi peut-être surtout en deuxième ou troisième ligne, et ce sont des personnes dont on pourrait dire, les capacités militaires ont été reconnues. Ce ne sont pas uniquement, comme on pourrait dire en français, des biffins, si vous voulez. C'est des gens qui conduisent des chars, des gens qui sont habitués à faire des transmissions radio, des snipers, enfin des gens formés. Des gens formés au travers du service militaire qui, en Russie, reste obligatoire. Pourquoi cette mobilisation intervient maintenant ? Parce qu'il y a eu un constat qu'il fallait tenir le terrain et ne pas réitérer ce qui s'est passé il y a quelques jours avec un front qui tend un peu à se fissurer, et donc il faut avoir des deuxièmes et des troisièmes lignes pour tenir le terrain. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir, monsieur, quelles seront les conséquences des sanctions que la Commission européenne a infligées à la Russie sur notre économie, puisqu'on se rend compte que, en fait, finalement, ces sanctions nous reviennent en pleine figure? Alors, je dirais que ces sanctions sont à la fois étonnantes et révélatrices, parce que je ne pensais pas qu'autant de produits venaient d'Ukraine. On dirait que tout vient d'Ukraine, que bientôt les ananas vont aussi venir d'Ukraine, ou les avocats. C'est assez étonnant. Enfin bon, là, qu'il y ait un petit relâchement des contrôles, c'est tout à fait possible, mais bon, c'est autre chose. Je dirais que la Russie n'a pas intérêt à
fermer l'ensemble de ces exportations, parce qu'elle a besoin aussi d'argent. Donc des choses, ces sanctions vont conduire bien évidemment à un renchérissement de l'électricité, du gaz, parce que le prix de l'électricité est fixé sur le prix du gaz. Mais je dirais que ces sanctions peuvent toucher la Russie. Mais elles nous touchent, nous, parce qu'elles interviennent à un moment particulier de notre politique énergétique. Elles interviennent justement quand on a lâché la branche nucléaire et autres, et qu'on n'a pas encore rattrapé celle des énergies nouvelles. Donc c'est un peu le gibbon qui est au milieu du seau, si vous voulez, qui a lâché la branche sur laquelle il était, qui n'a pas encore rattrapé l'autre. Donc les lois de Newton étant ce qu'elles sont, ça risque d'être gênant. Mais je dirais plus que c'est plus une erreur tactique ou stratégique commise par l'Europe qu'une erreur sur des sanctions. Les sanctions, pourquoi pas? Mais il faut savoir quelle va être la contrepartie. La contrepartie de ces sanctions, c'est que nous ne sommes pas prêts. Et voilà. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains se frottent les mains puisqu'ils vont pouvoir nous exporter leur gaz de schiste. Alors là, il va falloir construire des méthaniers en nombre, en nombre incalculable, ou Corée du Sud, construire des usines pour accueillir ce gaz sur les côtes françaises. Elles n'existent pas. Pas tout à fait, parce que tout est prévu. Je peux, aux téléspectateurs, je peux les conseiller d'aller sur le site du Congressional Research Service, qui est le site officiel des gens qui travaillent pour le Congrès américain, qui publient des papiers. Ils peuvent chercher, ils verront qu'il y a des explications très claires sur le fait que l'Europe a assez de structures montées maintenant, à part un ou deux peut-être pipelines à construire très rapidement, pour pouvoir importer des quantités de gaz suffisantes pour qu'elle n'ait pas besoin d'avoir des restrictions, si vous voulez. Voilà, et c'est prévu. Mais les méthaniers, il va bien falloir l'acheminer, ce gaz. Oui, mais ils sont déjà présents. C'est-à-dire que pour remplacer le gaz russe, il y a une politique qui est conduite en coopération entre les États-Unis et l'Europe depuis déjà une dizaine d'années, qui est de finir les contrats à long terme avec la Russie sur le gaz, pour passer à des contrats spot, c'est-à-dire au prix du jour, afin que les dirigeants russes ne puissent pas réellement connaître l'apport qui va être celui des ventes de gaz dans leur budget. Et la même chose pour l'aménagement l'aménagement des infrastructures gazières. Donc, vous les mettez dans le noir, et de l'autre côté, les Américains ont développé leur gaz de schiste, qui à un moment coûtait bien plus cher, mais des progrès techniques ont été effectués. De l'autre côté, les Chinois refusent d'utiliser le gaz de schiste américain. Donc vous avez des capacités qui sont créées et des productions qui sont présentes et qui ne trouvent pas à être utilisées. Donc l'Europe va être un débouché particulièrement... Et vous nous dites que donc la Commission européenne et le gouvernement américain travaillent là-dessus depuis une dizaine d'années. Je dirais que du côté américain, c'est vendre son gaz. Du côté européen, c'est tourner le dos à la Russie. Du côté européen, c'est tourner le dos à la Russie par les contrats. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je ne sais pas, mais les deux politiques convergent vers la vente du gaz américain aux Européens. Bon, ben voilà, c'est clair. Alors que, si les choses étaient bien faites, le gaz de schiste, on en a assez en France pour le faire nous-mêmes. Voilà, mais ça, c'est autre chose, c'est politique, là. Gaël-Georges Mouleg, votre ouvrage est passionnant. Ukraine, Merci. La fin des illusions. Nos téléspectateurs peuvent le trouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous d'être venu nous voir, monsieur. Merci, monsieur.